Aujourd'hui, je vais devoir affronter 3 situations dangereuses que personne n'a envie de vivre. Ça, c'est moi enfermé dans une voiture qui coule dans un lac. L'eau est en train de s'immerger au fur et à mesure. Je vais bien reprendre ma respiration. Ça, c'est moi qui essaye de poser un avion de ligne sans savoir piloter. Et ça, c'est moi pris au piège dans une avalanche. Je vais devoir me surpasser parce qu'on va commencer avec la première expérience. Du coup, actuellement, vous voyez derrière moi, là, je suis chez les pompiers, je suis à Marseille. Évidemment, je pouvais pas prendre des risques et faire ça moi-même, etc. Donc, il fallait des professionnels. Ils m'ont donc accueilli ici. Je viens de me changer. En dessous, j'ai une combinaison. Là, j'ai une ceinture de flottaison. Pour faire cette expérience, on a dû acheter une voiture. On a dû complètement la faire dépolluer. Je vais vous la montrer dans quelques secondes. Venez, je vais vous montrer. L'idée, c'est que la voiture que j'ai achetée, on va venir la couler directement dans l'eau de la mer. Voilà notre voiture. Petite Seat Ibiza. On a dû enlever tout le moteur et tout ce qui était huile, etc. Vous voyez, du coup là, pareil, on a enlevé toutes les conneries. Alors dans cette vidéo, le but, c'est de survivre à la situation. C'est pas de se laisser dépasser par les événements. Donc je vais essayer plusieurs solutions. Si cette situation m'arrive pour de vrai, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. En vérité, il y en a 3. La première solution, c'est d'ouvrir la portière le plus tôt possible avant que la voiture ne s'enfonce dans l'eau. Donc en fait, les réactions, il faut qu'elles soient immédiates. C'est-à-dire que si dès lors que le véhicule commence à arriver à l'eau, j'ai encore capacité d'ouvrir une fenêtre, j'ai encore capacité d'ouvrir une portière. La deuxième solution, c'est d'attendre que la voiture soit complètement remplie d'eau pour pouvoir ouvrir la portière. Donc une fois que le véhicule va être stabilisé, il sera plein d'eau, il va y avoir un équilibre de ses pressions intérieure-extérieure, ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, je vais pouvoir enfin ouvrir ma portière. La troisième solution, c'est de casser la vitre à l'aide d'un brise-glace. Par contre, si on n'a pas de brise-glace, l'idéal, c'est de récupérer le repose-tête d'un véhicule et avec les tiges, je vais fracturer le carreau. Bon là, moi j'ai une petite pression qui commence à monter. C'est vrai que jusqu'à présent ça allait parce que c'était pas très concret. Là, je suis en tenue. Après ça va, vous êtes des pros, oui. Vous m'encadrez. Hop. Donc là, on est sur la première séquence. Le but, vous voyez, la voiture, elle est en train d'avancer. Ça va être de sortir de l'eau directement en ouvrant la portière. Ok, donc normalement, là, la voiture, dès qu'elle a touché l'eau, ah oui, d'accord. Ça va, mec? Ouais, ça va tranquille. Ouais. Ah ouais, là elle est déjà remplie. En fait, ça va se remplir méga vite. Elle avait les vitres fermes. Putain, c'est ouf qu'elle se remplisse aussi rapidement. Je me rends compte à quel point il faut vraiment sortir rapidement parce que. Après, moi j'ai ouvert la porte. Donc je pense que ça va faire rentrer beaucoup d'eau direct. Ok, allez, on est parti pour la deuxième séquence. Celle où on n'a pas réussi à ouvrir la porte assez rapidement. Il faut attendre que la voiture soit remplie d'eau, que les pressions elles s'égalisent. Et ça va être extrêmement stressant. C'est parti. Donc là, elle va s'immerger au fur et à mesure. Je sens l'eau qui monte petit à petit. Il faut pas que je stresse. Donc je vais tranquillement, voilà, cette situation est normale. L'eau monte petit à petit. Ouais, même à l'arrière, regardez. L'eau est en train de monter. Là, non, c'est impossible d'ouvrir. Ah ouais, ah putain ouais, c'est impossible d'ouvrir. Mets la main dessus pour l'ouverture. Je mets la main dessus? Ouais. Ok. Et tu vas préparer ton affaire. Oh, putain, mais putain de ouf. Waouh, c'est une dinguerie les gars. Ok, je vais gérer. Je te ferai signe si j'ai un problème. L'eau est en train de s'immerger au fur et à mesure. Je vais bien reprendre ma respiration. Allez. Vache. Et là ça fait longtemps.
comprenez bien, j'ai complètement merdé. Quand je me suis retrouvé dans l'eau, j'étais en apnée totale. J'ai essayé plusieurs fois d'ouvrir la porte, mais comme l'arrière de la voiture n'était pas tout à fait rempli d'eau, ma porte s'ouvrait pas. Du coup, j'ai commencé à paniquer. Et pour couronner le tout, la voiture s'est retournée, chose qu'on n'avait pas du tout prévue. Comme ça faisait déjà une trentaine de secondes que je retenais mon souffle, le sauveteur m'a donné de l'oxygène. Mais dans la panique, j'ai fait n'importe quoi. Et je me suis mis à respirer avec le nez. Je commençais presque à me noyer, alors les sauveteurs m'ont sorti de la voiture in extremis. C'est quand on a basculé. Attends, prends ton temps. Allez à l'envers. Waouh, mais putain, c'est quoi cette dingue? Là, tu as fait tout ce qu'il fallait. Ouais, Mais qu'est-ce que j'ai fait mal du coup? non, c'est que tu peux pas l'ouvrir. Il y a la pression. Il y a Rien, ça. Mais il aurait fallu que j'attende encore plus. Non, c'est à un moment donné, c'est que derrière, il y a de l'air. Ouais. Et tant que cette air n'est pas échappé, tu as une pression qui s'exerce. Et là, ils étaient pas équilibrés encore. Non. Alors que tout à l'heure, dans la première séquence, le fait que tu ouvres vite la porte, tu Ouais. t'échappes vite, les pressions sont quasi égales. Putain, c'est une dinguerie parce qu'en plus je voyais rien. Les gars, vraiment, c'est une folie furieuse. J'ai cru que j'allais mourir. J'ai fait le malin et tout à l'heure. Je disais ouais, tranquille et tout. À un moment, je me suis dit putain, je suis en train de faire de la merde avec l'oxygène. Je suis en train de me noyer. Ce qui est hyper important et ce qui est hyper contre-intuitif, c'est qu'en fait, il faut rester dans la voiture plus longtemps en apnée pour attendre que vraiment les deux pressions s'équilibrent. Et ça me paraît simple de le dire, mais je vous jure que quand on est en bas en train d'attendre, c'est pas simple du tout. Et 5 secondes c'est super long, 10 secondes c'est super long. Bon, à la base je voulais faire une troisième séquence où je vous montre cette fois-ci avec le brise-vitre. Le problème c'est que la voiture elle est trop morte. L'idée c'est d'avoir ce petit truc toujours dans la bagnole. C'est en vrai c'est super important, on s'en rend pas compte. Le plus efficace c'est de le faire dans un coin, donc soit ici, soit ici. C'est impressionnant. Bon les amis, première expérience entre guillemets ratée, j'ai pas réussi à survivre. Maintenant c'est l'expérience suivante. Bon, cette première expérience elle est finie. Cette fois-ci on se dirige vers la deuxième. Pour cette deuxième expérience, je vais essayer de faire poser un avion de ligne sans jamais avoir piloté d'avion. Mais avant d'arriver là-bas, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo qui est Holzkern. Holzkern, c'est une marque de montres et de bijoux. Ils proposent pour femmes et pour hommes. Ça, c'est ma montre. Magnifique. Voilà. Ça me va bien, non? Tous leurs produits sont uniques grâce au grain des matières qui sont utilisées. Vous avez peut-être déjà entendu parler dans d'autres vidéos de Holzkern, mais c'est assez nouveau en France parce qu'à la base c'est une marque qui est autrichienne. Ils font plein de trucs stylés. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Il y a un code disponible, c'est le code Léonard qui vous donne 10% sur votre commande. Merci à eux. Et puis moi, je me rends à ma deuxième expérience. Salut Franck. Salut, ça va? Ça va? Bah ouais, enchanté. Merci de me recevoir. Également, Ok. le simulateur que tu vas découvrir est identique à la réalité en fait. Ok, bah en tout cas merci de me recevoir. Moi aujourd'hui je vais essayer de poser un avion en plein vol sans pilote. C'est la question que je me suis toujours posée, c'est qu'est-ce qui se passe si un jour je suis en plein vol, il y a les deux pilotes qui ils tombent et je me retrouve à prendre les commandes. Est-ce que je suis capable de faire atterrir l'avion ou non? Toi tu penses que oui? Qu'est-ce qui se passe là? Je pense que ça va être compliqué. Sans indication, une personne qui n'y connaît rien, il y a tellement d'informations à gérer. Ouais. Je pense que on va bien rigoler. Bienvenue chez Pilot Factory, le centre de simulation avec notre Airbus A320. Je me permets? Oui, vas-y, vas-y. Ça veut dire que tout ça là, c'est la reproduction exacte de l'A320. Oui, au moindre bouton, la moindre emplacement de chaque élément, les couleurs, les fonctionnalités, en fait, le simulateur est fonctionnel à 100%. Il y a une différence importante sur les Boeing et sur les Airbus. Ouais, c'est pas du tout la même philosophie d'avion, de cockpit. L'Airbus est très automatisé Ouais. et beaucoup plus modernisé que le 737. Là, je vois, il y a des tonnes et des tonnes de boutons, j'ai l'impression qu'il y en a des milliers. Est-ce que chaque bouton correspond à quelque chose? Chaque bouton est fonctionnel et correspond à quelque chose. Par exemple, ici, tu rentres ton plan de vol. Genre même ce bouton? Oui, Lui. oui, lui aussi. Même ce bouton qui est sur mon visage? Celui-là, j'y toucherai pas, mais... Bah écoute, déjà merci de me recevoir. Bah, je vais commencer dans quelques secondes. Je me retrouve dans la situation, les deux pilotes sont inaptes à piloter et je prends les commandes de l'avion. Je suis dans un avion là et les deux pilotes ne peuvent plus piloter, je dois prendre les commandes. Ok, ne paniquez pas, ne paniquez pas. Déjà je suis assez choqué parce que c'est hyper réaliste. C'est-à-dire que je me retrouve dans une sensation où bah, j'ai vraiment l'impression d'y être. J'ai tellement pas envie que cette situation elle m'arrive dans la vraie vie, vous imaginez même pas à quel point. Donc là ici j'ai un bouton où déjà je vais avancer mon siège. Ta race.
J'ai appuyé, ça a coupé. Alors là, devant moi, j'ai tout un panel de commandes et c'est très bizarre parce que je vois qu'il y a des centaines et des centaines de boutons. Je suppose que si je fais ça, je fais des tests. Ah non, en fait, c'est... Je crois que la pédale, elle fait juste aller à droite ou à gauche. Ok, ouais, c'est ça. Et je vois qu'à chaque fois, l'avion, il se remet sur la trajectoire. Donc je suppose qu'il a une trajectoire qui doit être prédéfinie. Là, également, sur le truc de contrôle, je vois qu'il y a des chiffres qui défilent. 85. Est-ce que ça peut être la hauteur? Je vais essayer de descendre. Ah, peut-être que la hauteur, c'est ici. Putain, je sais pas quoi faire. En vrai, c'est stérile parce que je me dis, si j'étais vraiment dans cette situation au même moment, qu'est-ce qui se passerait? Quand je pique, il a l'air de descendre, ça a l'air de marcher. Puis en même temps, il faudrait que je trouve un endroit où atterrir. En pire, là, il y a la mer. Je vais tenter le truc. Je diminue ma hauteur. Think rate. Think rate. Je rappuie sur le bouton rouge. Là, j'ai remonté l'avion et il n'y a plus le bip. Peut-être que l'avion il bipait parce que je descendais trop rapidement. J'arrive à réussir à le faire atterrir quand même. Ok. Et en vrai, on est assez bas là en altitude. Il y a moyen que j'y arrive. Wow. Ok, vous savez quoi? Je vais reprendre de la hauteur. Je sais que c'est de l'eau qui est en dessous de moi, mais comme il y a des nuages et tout, je la vois super mal l'eau. Donc là, j'ai repris de l'altitude. L'altitude, je le vois là. Je suis à 200 mètres d'altitude, 200 pieds, je sais pas. Et maintenant, je vais adopter la même stratégie, c'est-à-dire, je vais me rapprocher de la terre et je vais essayer d'atterrir comme ça. J'ai l'impression que j'avais le bon truc. Hein. Think rate. Think rate. Ok, je vais choper un truc. Pull Et là, je up. sais pas ce que c'est, mais dans les films, on voit ça. Les montagnes. Think rate. Je sais pas ce qu'il dit. Là, il y a un champ. Pull up. No think. Think rate. Ok. Tout le monde va bien? Je sais pas si j'ai réussi ou pas. Mon instructeur. Non, en fait, tu t'es crashé, tout le monde est mort là. Non, vraiment? Ah ouais, vraiment. Vraiment? Ouais. Parce que tu es arrivé trop vite, trop bas, il y avait des arbres, il y avait des maisons. Et là, dès que t'as touché l'avion, le train déjà, il est parti. Ouais. Le fuselage s'est disloqué. Et est-ce que ma technique de amarrir, c'est-à-dire me poser dans l'eau, ça aurait pas été une meilleure technique? Des fois, c'est plus risqué d'amérir que d'atterrir en catastrophe sur le sol. Ah ouais? Ouais. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Les amis, je suis en direction pour aller à la 3e expérience où je vais essayer de survivre à une avalanche. Et du coup, je découvre le 2e cadeau que Allscairn m'a fait. Finalement, c'est pour ma maman. Parce que du coup, c'est une montre de femme. Vous voyez, c'est super sympa parce que tout ce qu'ils font, c'est dans des boîtes en bois à chaque fois. Globalement, la marque, elle est faite qu'avec des matières qui sont naturelles. Ils ont commencé avec des montres à la base. Au fur et à mesure, ils se sont diversifiés et ils ont voulu faire des bijoux. Chaque produit qu'ils vendent, il est unique. Et vous voyez, avec, il y a toujours un petit certificat d'authenticité qui témoigne que le modèle, il est original. Au total, depuis le début, ils ont eu plus de 1 million de clients. Petite info qui, moi, m'a fait kiffer. Allscairn, en allemand, ça veut dire noyau de bois. Et du coup, le logo que vous voyez là, ça représente le noyau de bois. Bref, si vous cherchez une montre ou un bijou, n'hésitez pas. Vous avez le code Léonard qui vous donne 10% sur tout le site. Et je vous mets bien le lien cliquable dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Du coup, j'arrive en haut des pistes et je suis accueilli par Jean-Michel. Salut Jean-Michel, ça va? Oui, bien et toi? Bah ouais, écoute, merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. Moi, je suis pisteur secouriste sur le Grand Massif dans la station de Samois. Aujourd'hui, le but, c'est de se mettre en condition. Dans quelques minutes, je vais être en position de secouriste, donc avec Jean-Michel, et je vais aller chercher quelqu'un qui va être pris par une avalanche. Et dans un second temps, tout à l'heure, je serai pris dans l'avalanche et pour le coup, je pourrais pas sortir et cette fois-ci, c'est moi qui devrais être secouru. Du coup, lorsque une avalanche se déclenche, comment ça se passe pour quelqu'un qui est dedans, tu vois? Alors pour la personne qui est concernée, évidemment il y a une préparation qui doit se faire, il y a une connaissance du milieu, mais l'accident il peut toujours arriver. Et pour se préparer à ça, il faut se munir du matériel adéquat, c'est-à-dire le détecteur de victimes d'avalanche, la pelle et la sonde, les 3 choses qui vont ensemble. Pour que vous compreniez bien, dans une avalanche, au bout de 30 minutes, la personne prise au piège a que 30% de chance de survie. Ça montre à quel point il faut être rapide dans ce genre d'intervention. Et quand l'avalanche intervient, bien entendu, on a quand même peu de choses à faire.
parce que le déplacement de l'avalanche il est assez violent, assez conséquent. L'idée c'est déjà de pas paniquer, passer l'alerte rapidement si on est en groupe et qu'on est témoin de ça. Pour ce qui est de la personne prise, il faut arriver à se ménager une poche d'air. Genre, par exemple, t'es pris dedans, t'essayes de choper... Jusqu'au moment où elle va s'immobiliser, profiter de ça pour te ménager avec les bras une poche d'air, de manière à respirer le plus longtemps possible. Alors le DVA, c'est le détecteur de victimes en avalanche. Ouais. Ben, quand tu pars, tu l'auras en émission. Ouais. C'est-à-dire qu'il va émettre un signal qu'on n'entend pas, mais qui sera présent. Ouais. Et puis, quand ça va trop mal, tu peux passer en mode recherche et en réception, donc tu vas pouvoir localiser le signal de l'autre boîtier à une distance 60-80 mètres. Tu auras une pelle, voilà. Et la sonde dont tu me parles, du coup, pour détecter la victime, c'est ça? C'est pour affiner ta recherche. Au moment où tu vas avoir le premier signal et que tu vas être dans une petite zone, tu vas pouvoir aller sous la neige. Et là, quand le bail il s'enfonce ici, c'est que c'est la merde. C'est que là, tu vas péler un petit moment, ouais. C'est bon, je suis totalement équipé. Donc, faut imaginer que en tant que pisteur secouriste, on est toujours équipé. À tout moment, là, je vais recevoir une alerte qui me donne l'endroit où il y a eu un déclenchement d'avalanche et je vais devoir aller sauver. Il y a une vraie personne qui, là, va être ensevelie sous une avalanche qu'on a déclenchée. Léonard, pour le poste de secours. On nous signale une avalanche rive gauche de la piste Aigle Noir. A priori, une personne ensevelie. Rive gauche de la piste Aigle Noir. Ok, j'arrive. Ok, donc là, je suis parti. Le temps commence à s'écouler à partir de maintenant. J'arrive sur la motoneige. Le but, c'est d'y arriver le plus rapidement possible. Ok, là, on vient d'arriver sur place où il y a censé avoir eu l'avalanche. J'ai mon appareil, donc je le mets en position récepteur. Hop, et à parcourir. Oh. Donc là ça va biper et ça me met avec une flèche qui va vers là-bas. Exactement. Donc ça veut dire qu'à 30 mètres je suppose, ça capte un signal. Exactement. Pas confondre vitesse et précipitation. 25 mètres. Merde. 15 mètres. Ok. Ouais 2 mètres ça me met que c'est là. Approche encore. Tu le mets à ras le sol, t'essayes de localiser. C'est là, c'est en plein milieu, c'est en plein milieu. On perd pas de temps, on sort sa sonde. Hop. J'ai peur de lui faire mal. C'est bon, tu l'as localisé. Un peu de jouer avec la pelle. Ça va aller madame. Je vous déneige. Hop. Vous allez bien? J'espère que vous avez une bonne assurance parce que ça va vous coûter cher. C'est en secourisme. Là c'est 500 € la presta pour moi. Ok, super. Sauver la vie. Bon, je pense que sur le temps, on est complètement out. J'ai compris le principe. Le job est fait. Ça me prouve qu'il faut être assez efficace, quoi, et assez rapide quand on fait ça. Bah maintenant, on va passer à la pratique, c'est-à-dire se mettre à la place du skieur. On vient d'être appelé pour une avalanche. Il y a une personne ensevelie. Bon, on s'y rend. C'est parti. Ils sont en bas là. Ok, les gars, à partir de maintenant, je suis complètement enfermé sous la neige. Si j'étais dans une vraie avalanche, j'aurais évidemment moins d'espace, vous vous en doutez. Ouais, on vient d'arriver sur la zone d'avalanche, là elle est juste là derrière nous. Donc je vais mettre en route le chien pour attaquer les recherches. Alors l'impression que ça donne, c'est assez bizarre parce que c'est un silence mais de fou. Après je vous avoue là, j'ai pas trop l'effet non plus claustrophobie, mais parce que je pense que ça vient du fait que j'ai un petit peu d'espace. Je pense que si j'avais que ça pour respirer, d'un coup ce serait un truc un peu différent et je serais beaucoup moins bien. En fait c'est même pas imaginable la situation d'angoisse dans laquelle tu dois être. Wow. Oh c'est le chien. Ah c'est un chien. C'est un chien. C'est bien. Tu m'as trouvé Toutou. C'est bien. Ça va? Ouais ça va. Vous étiez combien dans l'avalanche? Je suis seul. Ouais, il y a du monde qui arrive. On va vous sortir de là. Vas-y, ramène tes jambes, je te tiens. Je m'attendais pas à ce que les secours arrivent aussi rapidement, j'étais assez étonné. Au tout départ, j'ai pas du tout entendu des personnes autour. Je pense que la neige, elle étouffait beaucoup le bruit. En tout cas, c'est vraiment un truc que je souhaite pas de vivre. Moi, ça a été, je suis pas claustrophobe et puis le trou, c'était pas le même trou que dans une avalanche, mais j'imagine que quand c'est une situation réelle, ça doit être extrêmement angoissant. Éviter ce genre de situation.
parce que ça rigole pas la neige. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Merci au Grand Massif de nous avoir accueillis et je vous dis à très bientôt. Salut!